BFM Business, BFM Crypto, le club. Eh oui, bien sûr, chaque jour à cette heure-ci, c'est l'heure des cryptos, l'heure de parler crypto. Notre club BFM Crypto, les meilleurs spécialistes français nous rejoignent à l'heure du goûter quotidiennement. Lilian Aliaga vient d'en rejoindre. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Bienvenue, rédacteur pour Cryptost. On va balayer ensemble dans un instant, parcourir ensemble l'actu du jour dans cet univers crypto. Puis Laurent Pignot aussi nous accompagne, analyste pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. On est ravis de vous retrouver. Alors on voit les marchés actions qui ont bien progressé depuis quelques semaines. Aujourd'hui, qui repartent encore un petit peu à la hausse. La belle hausse sur les différents indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pas sur Bitcoin. Bitcoin, lui, recule à nouveau et repasse sous les 17 000. Est-ce que vous voyez une tendance pouvoir se dessiner néanmoins d'un point de vue technique pour les fêtes de fin d'année, Laurent? Alors oui, effectivement, depuis plus d'un mois, le Bitcoin reste bien ancré dans cette zone de prix autour des 17 000 $, sans donner de réels signaux finalement de renversement de cette tendance baissière. Bon, il faut dire que les récents événements autour de FTX et Binance expliquent aussi la réticence des investisseurs à s'exposer sur les crypto-monnaies. Bon, maintenant, si on regarde un petit peu plus l'état du réseau du Bitcoin et plus précisément le pourcentage des Bitcoins qui se retrouvent en perte actuelle sur les adresses Bitcoin, on se retrouve un petit peu sur des zones similaires à celles des précédents marchés baissiers en 2018 et en 2015. Alors typiquement, actuellement, on a 50% des Bitcoins en circulation qui sont en perte par rapport à leur prix d'achat, ce qui représente donc 9,5 millions d'unités Bitcoin sur un total de 19 millions en circulation qui ont été achetés à un cours plus élevé qu'au cours actuel. Et le problème, c'est qu'il manque de volume, il n'y a pas assez d'argent frais qui est injecté pour absorber et repousser définitivement cette pression baissière pour l'instant. Donc voilà, il faut bien surveiller les niveaux techniques importants qui sont pour le Bitcoin d'un côté, la borne basse de cette zone de latéralisation qui est matérialisée par les 15 500 $, ce qui représente les plus bas annuels finalement, qui a été touché 2 fois en novembre. Et un franchissement par le bas de cette zone indiquerait une poursuite de la pression baissière qui dure maintenant depuis plus d'un an. Et à ce moment-là, nous pourrions voir le Bitcoin revisiter cette zone autour des 12 000, 13 000 $, un support technique très important qui pourrait amener plus de liquidité et cette fois-ci peut-être absorber la pression baissière. Dans l'autre sens, j'attends réellement que le Bitcoin rattrape cette zone des 20 000 $ pour qu'il donne cette fois-ci un signal de renversement de tendance. Donc voilà, à moins qu'un miracle arrive dans les prochaines 72 heures, le Bitcoin est mal engagé pour briller à Noël pour l'instant. Voilà les seuils techniques que vous repérez sur le Bitcoin. Quels sont ceux que vous arrivez à identifier pour la suite sur l'Ether? Bon, alors, là aussi, sur l'Ether, c'est pas bien plus réjouissant, bien que ce soit peut-être un petit peu moins catastrophique que pour le Bitcoin. Il évolue 20% plus haut que ses plus bas annuels de cet été. Et les récentes déclarations autour d'une potentielle collaboration entre Ethereum et Visa concernant des paiements automatisés redonnent un petit peu de baume au cœur aux fervents défenseurs de la seconde crypto-monnaie du marché. Alors rapidement, d'un point de vue technique, je surveille cette zone des 1 100 $ qui a rejeté la pression vendeuse en novembre. Et ce prix constitue finalement un support assez important à court terme. Mais surtout, ce que je surveille, c'est un dépassement franc et massif des 1 300 $ pour redonner un signal de retournement à court terme sur l'Ether. Laurent Pignot avec nous aujourd'hui pour Zone Bourse. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagnés. On le répète chaque jour, il faut investir en crypto, que l'argent dont on n'a pas besoin. Voilà, c'est bien sûr, on est dans un univers qui reste très volatile et spéculatif. Et on va parler justement des dernières actualités dans cet écosystème crypto qui continue malgré tout de se bâtir et de se construire. Lilian Aliaga est donc avec nous, rédacteur pour Cryptost. On va évoquer les derniers développements de l'affaire FTX. Ça faisait longtemps, Lilian. Ça ruisselle, il y a des actus tous les jours. Alors, pour le coup, c'est peut-être une bonne nouvelle. Certains utilisateurs de BlockFi, vous dites BlockFi ou BlockFi ? BlockFi, voilà. Voilà, j'avais une chance sur deux, c'est toujours du côté. Voilà, c'est comme quand on fait tomber une tartine, c'est côté confiture. Voilà. Certains utilisateurs donc de BlockFi pourraient bientôt, et c'est la bonne nouvelle, être en mesure de récupérer leur crypto. Ouais, tout à fait. BlockFi, c'est une plateforme de lending centralisée qui proposait justement de stocker ses crypto-monnaies, qui a fait faillite récemment, on en a parlé il y a quelques semaines, à cause justement de la faillite de FTX. Concrètement, ils ont proposé au tribunal des faillites du New Jersey de pouvoir remettre en place la fonctionnalité de retrait pour leurs utilisateurs afin qu'ils puissent récupérer les crypto-monnaies qui sont bloquées maintenant depuis plusieurs semaines justement. Alors ça ne concerne pas tous les utilisateurs puisque BlockFi proposait 2 services. D'abord un service de rendement. Donc en fait ces crypto-monnaies sont actuellement bloquées dans des protocoles de DeFi et un service de stockage assez classique. Et c'est justement ces utilisateurs-là qui sont concernés par cette demande de BlockFi. Alors
comme vous le savez, donc je le disais, BlockFi est actuellement en faillite, donc ils sont sous la protection du chapitre 11 de la loi des États-Unis, ce qui fait que il faut que le tribunal du New Jersey valide cette demande. Donc ce sera validé lors d'une audience qui se tiendra le 9 janvier prochain. Donc il faut que les utilisateurs attendent un petit peu pour savoir s'ils pourront enfin récupérer leur crypto. On parle quand même de un petit peu plus de 100 000 créanciers et d'une dette qui s'élève, la fourchette est assez large, mais entre 1 et 10 milliards de dollars quand même. Voilà, à suivre donc, bien évidemment. Et pendant ce temps, on avait presque oublié l'affaire Terra Luna, l'effondrement. C'était au printemps dernier, ça paraît déjà très vieux, puisqu'entre-temps, on a eu l'affaire FTX. Eh bien, cette affaire aussi suit son cours. Vous avez trouvé cette décision en Corée du Sud. La justice sud-coréenne donc continue de lutter contre les individus, les personnalités liées à l'affaire Terra. Ouais, c'est ça. Alors, ils se donnent vraiment dans cette affaire. Ils avaient déjà récupéré 100 millions de dollars auprès de l'un des cofondateurs de Terraform Labs, qui est la société qui a développé cette blockchain Terra. Et là, ils ont gelé en tout cas les fonds de 7 individus qui sont liés à l'affaire Terra. Donc voilà, Terra, on en parlait, c'est cette blockchain et son stablecoin UST qui se sont effondrés en avril-mai dernier à peu près et qui ont fait perdre plusieurs dizaines de milliards de dollars à des utilisateurs, que ce soit des institutionnels ou des particuliers. Et donc concrètement, on parle quand même d'une grosse prise parce que ça concerne 92 millions de dollars, dont une personne en particulier qui a vu les autorités sud-coréennes lui